Dans une conjoncture économique incertaine, les entrepreneurs et dirigeants doivent, plus que jamais, piloter leur activité avec souplesse et précision. Stratégie patrimoniale, fiscalité, préparation de la retraite du dirigeant. Dans cette nouvelle série, nos experts vous expliquent concrètement comment anticiper les risques et garder le cap, même en période de turbulence. Soyez les bienvenus, ce podcast est fait pour vous. Quand on est chef d'entreprise, déclarer ses revenus est parfois compliqué. Les règles changent régulièrement, les taux évoluent et certaines opérations fiscales demandent une vigilance particulière. Alors, quelle nouveauté pour 2026 ? À quoi faut-il faire attention ? Pour y voir clair et éviter des erreurs, j'accueille Paul Guérin, avocat associé fiscaliste chez Ridge Avocat. Bonjour. Bonjour. La première nouveauté concerne la flat tax, c'est-à-dire le prélèvement forfaitaire unique qui regroupe à la fois l'impôt sur le revenu et les contributions sociales. Cette flat tax s'applique aux dividendes que les dirigeants se sont versés en 2025. Qu'est-ce qui change cette année ? Alors tout d'abord, le taux augmente. Jusqu'à présent, le taux de la flat tax était de 30%, 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Désormais, le taux de la CSG-CRDS passe à 18,6%, ce qui fait que le taux global de la flat tax passe de 30% à 31,4%. Avec quelles conséquences pour les dirigeants ? C'est un coût fiscal supplémentaire, étant précisé que la majorité des entrepreneurs perçoivent une rémunération, mais bien souvent aussi ont une variable d'ajustement grâce à la perception de ces dividendes quand les résultats de l'entreprise le permettent. C'est un impôt payé à la source. C'est un impôt payé à la source qui fait que classiquement, les 30% sont payés à la source sans finalement décaissement supplémentaire par le dirigeant en fin d'année. Cette année, petite particularité, ces 1,4% seront payés en fin d'année 2026 pour justement pallier cette petite rétroactivité de cette augmentation du taux. À cela s'ajoute, pour certaines personnes, la contribution différentielle sur les hauts revenus qui s'applique cette année encore. Qui est concerné et de quelle manière ? Alors cette contribution différentielle, elle a pour objectif de faire en sorte que les contribuables qu'on appelle les plus aisés ont un taux effectif d'imposition au moins à 20%. Les contribuables qui sont concernés, c'est les contribuables qui ont un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000 lorsqu'ils sont célibataires ou 500 000 euros lorsqu'ils sont mariés. Ce qui fait que, en pratique, le taux d'imposition arrive à un taux global de l'ordre de 38,6%, puisque si on rajoute à ces 20% la CSG-CRDS à 18,6%, vous avez ce taux de 38,6%. Particularité, c'est que cette CDHR doit être payée en amont via un acompte payé sur le mois de décembre. Et si l'acompte n'est pas payé en amont, eh bien, il y a une pénalité spécifique de 20% qui s'appliquera dans le cadre de la déclaration des revenus de cette année. Un autre changement issu de la loi de finances concerne l'apport cession. De quoi s'agit-il ? Alors, l'apport cession, c'est une opération qui se déroule en deux temps. Un dirigeant va apporter les titres de sa société opérationnelle à une société holding. Il y a un différé d'imposition, mais ce différé d'imposition est soumis à un certain nombre de conditions, parmi lesquelles figure l'absence de cession par la holding bénéficiaire de cet apport d'une cession des titres dans un délai de 3 ans. Si la holding vend dans un délai de 3 ans suivant l'apport, il est encore possible d'éviter le paiement de cette imposition sur l'opération d'apport. Il faut que la holding s'engage à réinvestir au moins 60% du prix de cession dans un délai d'1 an. Ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a des problématiques en termes de délai de réinvestissement, d'autant plus que la nouveauté de la loi de finances pour 2026 passe le taux de réinvestissement de 60 à 70, avec un réinvestissement qui était conservé pendant 1 an dans le cadre de l'ancienne législation, on passe à une durée d'engagement de réinvestissement de 5 ans. Concrètement, alors, que doit faire un dirigeant pour être en règle ? Il faut anticiper. L'idéal, c'est que cette opération d'apport puisse être réalisée en amont pour que la holding puisse se céder idéalement dans un délai postérieur à ces fameux 3 ans pour que la holding puisse céder sans avoir d'obligation de réinvestissement à faire. D'autant plus que la loi de finances pour 2026 est venue restreindre le champ dans lequel les opérations de réinvestissement doivent se faire. On avait beaucoup de dirigeants qui voulaient réinvestir le prix de cession dans une activité qu'on appelle de marchand de biens. La loi de finances pour 2026 est venue expressément exclure ce type de réinvestissement.
Paul Guérin, vous êtes, je le rappelle, avocat fiscaliste chez Ridge Avocat. Nous parlons de la déclaration de revenus du dirigeant. J'aimerais qu'on s'arrête maintenant sur quelques points qui ne sont pas des nouveautés pour 2026, mais qui méritent une certaine vigilance. D'abord, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, il est souvent, on le constate, mal déclaré. L'impôt sur la fortune immobilière taxe le capital qu'on appelle immobilier sous toutes ses formes, l'immobilier qui est détenu en direct ou via des sociétés. La difficulté, au-delà de la valorisation, qui est de plus en plus challengée par l'administration puisqu'elle a des outils de comparaison qui permet de challenger le contribuable par rapport à la valeur qu'il a pu déclarer pour les besoins de son IFI, mais il peut aussi challenger des cotes qui peuvent être appliquées dans certains cas. Et puis, la plus grosse difficulté, c'est lorsque l'immobilier est détenu pas en direct par l'entrepreneur, mais via des sociétés, soit avec un ou même plusieurs niveaux d'interposition, ce qui oblige le contribuable, dans le calcul de son assiette imposable, un ratio immobilier. Comment établir ce ratio de manière fiable ? Il faut à la fois correctement valoriser l'actif taxable, donc l'actif immobilier, mais aussi l'actif non taxable, puisque ce ratio immobilier, c'est la valeur des actifs taxables sur l'ensemble des actifs, y compris ceux non taxables. Ce qui permet à l'administration fiscale non seulement de contrôler la valeur de l'immobilier, mais aussi la valeur de l'actif, souvent professionnel du dirigeant. Un autre point de vigilance concerne les comptes bancaires détenus à l'étranger. Que risque un dirigeant qui ne les déclare pas ? Alors, la levée du secret bancaire dans la majorité des pays fait que l'obligation relative aux résidents français sur des comptes qu'ils détiennent à l'étranger se renforce. Ils s'exposent, lorsqu'ils ne les déclarent pas, à une amende qui est comprise entre 1 500 et 10 000 euros par an, avec des pénalités sur les revenus non déclarés qui peuvent aller jusqu'à 80%, y compris sur les comptes qui peuvent être reçus en héritage et qui n'ont pas été ouverts par le contribuable. Les plus-values peuvent parfois, elles aussi, réserver des surprises. Quelles précautions les dirigeants doivent-ils prendre ? Une vigilance particulière doit être apportée à la qualification. On a parlé de la flat tax tout à l'heure, dont le taux a augmenté, mais lorsque le président Macron est arrivé au pouvoir, il a mis en place 2 régimes finalement. On est passé à un régime forfaitaire, mais l'ancien régime qu'on appelle la clause de sauvegarde, à savoir une taxation au barème progressif de l'imposition, avec dans certains cas, l'application d'abattements pour durée de détention permettait d'avoir un taux d'imposition plus favorable. Donc coexistent 2 régimes, un régime de droit commun, un régime de la clause de sauvegarde applicable sur option, lorsque le contribuable avait un intérêt d'opter pour cet ancien régime. L'administration fiscale regardait avec précision si le contribuable pouvait relever de ce régime plus favorable. Concrètement, comment s'y prendre alors ? Alors concrètement, c'est lorsque un entrepreneur a un projet de cession, il faut bien en amont, d'une part, calculer le montant de la plus-value, mais aussi s'intéresser au régime. Il y a des régimes particuliers, le régime départ-retraite, le régime des abattements pour durée de détention, et il faut bien s'assurer que l'ensemble des conditions d'application de ce régime de faveur sont respectées, puisque l'administration fiscale, à coup quasi systématique, va regarder le bon respect de l'ensemble de ces conditions. À défaut, un contrôle fiscal se déclenche. La problématique, c'est qu'on peut se retrouver dans une situation où, a posteriori, on se retrouve à avoir un coût fiscal supplémentaire par rapport au régime de droit commun. Petite précision dans la loi de finances pour 2026, cette option pour le régime de la clause de sauvegarde était jusqu'à présent irrévocable. Bonne nouvelle, ce régime est désormais révocable. Merci pour tous vos conseils à propos de la déclaration de revenus du dirigeant Paul Guérin. Je rappelle que vous êtes avocat associé fiscaliste chez Ridge Avocat. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast Ridge Conseil. Ne ratez pas le prochain numéro. Nous parlons de l'Assemblée générale annuelle pour l'approbation des comptes. Nous détaillons les points de vigilance pour éviter les mauvaises surprises.